Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Yasmine, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Yasmine et je suis professeure de SES, donc des sciences économiques et sociales, au lycée. Merci Yasmine. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Alors, initialement, je viens de Bondy, donc c'est une ville dans la banlieue plutôt nord de Paris, donc dans le 93. Et actuellement, donc j'ai déménagé, je vis dans le 94. Merci Yasmine. Au niveau de tes études, comment ça s'est passé au collège, au lycée, puis après dans les études supérieures? Alors au collège, donc ma scolarité a été un peu difficile en cinquième et quatrième. Donc jusqu'à ce que certains professeurs me menacent de la section professionnelle. Donc cette impossibilité de passer en voie générale si j'améliorais pas mes notes et ma façon, ma vision de l'école, ce qui a été un véritable déclic, puisque en troisième, j'ai commencé à exceller dans les matières où j'étais très nulle, où j'avais complètement abandonné. Donc cela m'a permis d'accéder à la seconde générale. Et en seconde générale, je n'ai pas pu avoir la filière que je voulais pour passer en première, puisque je voulais une première ES. Et en SES, ça s'était pas très bien passé la première année. Donc j'ai décidé de redoubler, même si j'avais la possibilité de faire appel et que apparemment d'après donc l'équipe pédagogique, si j'avais pris cette possibilité-là, j'aurais pu passer directement en première. Mais finalement, je me suis dit qu'il valait mieux faire une bonne seconde et reprendre sur de bonnes bases pour justement avoir ex post dans le supérieur la filière que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée ensuite en première ES, puis en terminale ES. Et donc, j'ai obtenu mon bac du premier coup. Puis, dans la logique et surtout en suivant le parcours des cousins qui avaient fait la même chose, donc j'ai intégré une licence en économie et gestion. D'accord. Et après la licence en économie-gestion, tu as fait quoi? Alors, la licence en économie-gestion, du coup, c'est pas très très bien passé, donc j'ai mis du temps à l'avoir, puisque on pense que la logique après une terminale ES, ce serait de diriger vers une licence économie et gestion, mais en fait, on se rend compte rapidement qu'on fait beaucoup de maths et donc un profil S s'en sort finalement beaucoup mieux qu'un profil ES et c'est pas l'information qui passe tout de suite, qui passait en tout cas avant. Donc j'ai mis quand même 5 ans à avoir ma licence, alors que normalement on doit l'avoir en 3 ans, sachant que j'ai fait une pause due justement à ces échecs redondants. J'ai fait une pause et je suis partie 1 an en Australie, pour essayer de retravailler sur mon projet professionnel, etc. Et donc, c'est en intégrant en tant que fille au père dans une famille qui m'a donné la possibilité en fait d'avoir un poste d'initiation au français dans des écoles, que je me suis dirigée vers l'enseignement. Et donc, avec ce nouveau projet en tête, je suis revenue, donc j'ai terminé ma licence et j'ai intégré du coup un master MEF, donc c'est les métiers de l'enseignement et du professorat. Et donc, j'ai intégré ce master que j'ai eu en 3 ans, dû au fait après le master, on doit passer un concours. Et donc, c'est le concours qui m'a posé un petit peu problème. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es enseignante?
Alors, ça fait 1 an maintenant. D'accord. Donc pour l'instant, c'est encore un peu nouveau, mais tu commences à faire ton expérience. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton milieu d'origine, ce que faisaient ou font tes parents, par exemple? Alors, ma mère était initialement femme de ménage et mon père ouvrier. Puis, petit à petit, donc, ma mère a connu une petite mobilité, on va Mhm. dire ça, une mobilité ascendante, puisque elle est passée de femme de ménage à artisan à son compte. Et mon père est toujours resté ouvrier. Voilà. Merci, Yasmine. Qu'est-ce que l'ascenseur social pour toi et comment s'est-il exprimé dans ton cas? Alors, l'ascenseur social, j'ai pas de définition claire à vous proposer puisque pour moi ce n'est pas un fait social, c'est plutôt un terme qui a émergé à travers la presse et c'est plutôt un terme journalistique, mais à travers l'ascension sociale, on pourrait imaginer un espèce d'ascenseur qui vous permettrait finalement d'accéder à tous les étages en visant l'étage le plus haut, tout simplement en appuyant sur un bouton. Et finalement, penser cela, je pense que c'est un peu avoir une vision erronée de ce qui se passe réellement au sein de nos sociétés, puisque finalement, on se rend compte que pour viser l'étage le plus haut, euh, on va plutôt devoir passer par les escaliers et à chaque escalier rencontrer un obstacle finalement qu'on va devoir éviter ou une clé qu'on n'aura pas pour ouvrir la porte de l'étage supérieur, etc. Donc, et, et on se rend compte aussi souvent que malgré tous les efforts et tout ce qu'on peut nous finalement nous donner, toutes les possibilités qui s'offrent à nous, il y a à certains étages finalement de ce haut bâtiment, on va rester bloqué euh, plus, plus finalement enfin plus longtemps que si finalement on avait pris l'ascenseur et si on était monté directement à l'étage visé. Est-ce que tu penses que dans ton cas, tu as quand même un petit peu pris l'ascenseur social ou au moins tu as une mobilité sociale ascendante? Alors oui, complètement. J'ai vécu la mobilité, cette fameuse mobilité ascendante, puisque aujourd'hui, je fais partie des catégories socio-professionnelles supérieures, alors qu'initialement mes parents étaient ouvriers, puis bon, petite mobilité de la part de ma mère, mais oui, j'ai clairement vécu une ascension sociale, et je pense que cette ascension sociale, elle est possible, mais elle reste mineure. Merci Yasmine. Est-ce que tu as dans ton entourage des personnes qui t'ont aidé justement à, à cette mobilité sociale ascendante, peut-être des profs, des parents, des amis ou des personnes que tu admirais? Alors oui, complètement. Déjà, tout simplement, ma famille, et à commencer par ma mère, pour qui l'école finalement était très important et était très importante, pardon, et notamment les diplômes, puisque privée de l'école de par sa condition sociale, elle n'a pas pu faire les études qu'elle aurait voulu. Du coup, elle a projeté finalement son rêve à travers moi et notamment aussi de la part des grands cousins, etc., qui eux ont réussi, notamment soit en finissant trader, soit en finissant ingénieur en informatique, etc. Du coup, c'est vrai que l'entourage permet finalement de s'identifier et et de se donner les moyens en se mettant dans la tête que finalement c'est possible. Ensuite, concernant les professeurs, oui. Alors, on a, on s'en rend pas bien compte euh, quand on est prof, mais finalement on le voit quand on est élève si on a encore les souvenirs. Le statut du prof et cette capacité à nous encourager à oublier certaines choses du passé quand ça s'est mal terminé, etc. Finalement fait que ça peut avoir une petite ça peut avoir un effet d'élan
sur la scolarité de l'individu. Puisque finalement, on entend souvent t'aimes bien les maths? Non, j'aime pas les maths parce que la prof, elle est chiante, etc. Et finalement, les élèves, on se rend compte que une année en cinquième peut très bien se passer en maths, puis finalement, arrivé en quatrième, ça se passe pas très bien avec le professeur, et finalement, ça devient catastrophique, alors qu'initialement, l'élève a fait toutes les bases. Et donc, quand les professeurs se rendent compte de cette chose-là, on se rend compte qu'on peut faire des choses extraordinaires et justement participer à cette mobilité sociale et cette ascension sociale vers le haut. Et donc, je trouve ça très important et c'est ce que j'ai beaucoup ressenti, notamment dans mon année terminale. Et ce qui est marrant, c'est que, et donc en master aussi, en master 9, SES, et je disais, ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, ça vient des professeurs de SES. Enfin, on le ressent plus de la part des professeurs de SES. C'est génial, peut-être parce qu'ils sont un peu plus conscients de ce problème de mobilité sociale et d'ascenseur social qui ne fonctionne pas totalement pour tout le monde en tout cas. C'est ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, on a en tête cette idée méritocratique de la société, mais quand on prend un peu ces lunettes de sociologue, on se rend compte qu'il y a d'autres structures qui rentrent en jeu et qui ne permettent pas finalement d'atteindre les objectifs poursuivis. Ensuite, j'ai oublié une chose importante concernant cette aide, donc concernant la question précédente et cette aide vers cette ascension sociale. Il y a aussi tout mon entourage par rapport à mon groupe de pairs et mes semblables. Et je me rappellerai toute ma vie quand quand je suis arrivée en F, donc j'ai commencé à faire de la sociologie. C'était un petit peu nouveau pour moi dans le supérieur en tout cas. Et mon professeur de SES qui était Fabien Triangle nous avait parlé d'une théorie donc qui mettait en avant le fait que finalement les étudiants issus des milieux les plus populaires qui réussissent finalement dans le milieu supérieur, en général, c'est les étudiants qui ont réussi finalement à se construire un collectif d'alliés. Et ce collectif d'alliés, ce serait un groupe de pairs qui se ressemblerait à travers des caractéristiques communes telles que l'âge, la religion, le sport, etc. Et finalement, s'entourer de semblables à la fac ayant pour but de réussir, ça a réellement contribué à ma réussite personnelle, notamment à travers le concours du CAPES qui a été très très compliqué. Merci Yasmine. Justement, quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face du fait de ton milieu social d'origine et comment les as-tu surmontés? Alors, le premier défi, c'est la manière de parler. Le premier obstacle auquel j'ai dû faire face, c'est ma manière de parler. Donc, j'étais réellement complexée par ma manière de parler. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, on me catégorisait dans une espèce de boîte qui s'appellerait banlieue. Et du coup, notamment dans le Master 9, où il y a en général plus d'étudiants issus des milieux un peu classe moyenne et classique, ça a été vraiment un complexe auquel j'ai dû faire face. Comment j'y ai fait face? Tout simplement en le lisant. Puisqu'en fait, derrière ça, le deuxième obstacle auquel j'ai dû faire face, c'est l'orthographe. Donc, je me rendais compte que je faisais des fautes, mais tellement aberrantes, mais vraiment, et c'est là qu'on se rend compte que c'est des fautes que la famille, finalement, au repas de famille, aux fêtes, etc., ne corrige pas. Donc, c'est un langage qu'on imprègne et qui reste et qui nous marque. Et lorsqu'on arrive dans des endroits où ces fautes ne sont pas faites, on est rapidement, je sais pas si j'ai été stigmatisée, mais en tout cas, j'ai eu peur d'être stigmatisée. Donc, pour faire face à ces deux obstacles finalement qui sont très liés, la lecture m'a beaucoup aidée, parler à haute voix, essayer d'apprendre mes leçons à haute voix, essayer de marquer. Je demandais à mes camarades lorsque je faisais une faute de me reprendre et je le marquais sur un petit cahier, un petit carnet.
voilà, j'ai fait cette faute, donc celle-là, faut plus que je la fasse, etc. Voilà. Et non, c'est les deux obstacles, parce que du coup, finalement, ces deux problématiques se sont posées, ont engendré le fait que j'ai eu beaucoup de mal à parler à l'oral, à préparer des exposés, des calls, etc. Et finalement, tout ça, c'est un cercle vicieux qui handicape finalement la scolarité. Merci Yasmine. Tu as parlé d'un parcours en fait où tu as eu un redoublement en seconde, tu as mis 5 ans à avoir la licence, avec une petite année en Australie. Ton master MEF en fait tu l'as eu en 3 ans. Il est donc possible de réussir, même si parfois on a des petits accidents de parcours, si j'appelle ça comme ça, mais c'est peut-être pas le bon terme. Hein, est-ce que tu peux justement nous expliquer comment tu as réussi à y croire encore alors que tu avais eu ces petits accidents de parcours? Alors, j'ai continué à y croire puisque je suis une personne très déterminée et lorsque j'ai un objectif dans la tête, tant que je n'ai pas atteint cet objectif, finalement, je n'abandonne jamais. Après, comme je l'ai dit précédemment, c'est le fait justement d'avoir trouvé ce collectif d'alliés, ce groupe de pairs et cette famille très investie autour de moi qui me poussait vers la réussite. Enfin, j'avais souvent, par exemple, quand on se retrouve au repas de famille, alors Yacine, est-ce que tu as eu ton CAPES? Non, pas encore, mais qu'est-ce que tu prépares? Tu prépares un doctorat, mais c'est le concours de médecine, etc. On a souvent des petits pics comme ça qui nous font revenir en fait à la réalité, mais finalement euh, c'est pour ne plus avoir subir finalement ces pics et dire oui, non, je vais peut-être devoir finalement passer par les escaliers, être bloqué à chaque étage sans pouvoir prendre l'ascenseur, mais je vais y arriver parce que je vais me donner les moyens de le faire. Après, aussi, ces études en sciences sociales te font appréhender la société et la vie d'une autre manière et tu te rends compte finalement des obstacles euh, qui peuvent se présenter à toi et finalement cette possibilité de réagir tout de suite euh, fait en sorte que j'ai pu arriver, a fait en sorte en tout cas que j'ai pu arriver à atteindre mon objectif. Merci Yasmine, tu as dit quelque chose de très important et que j'ai beaucoup entendu dans le milieu populaire, c'est que quand par exemple il y a un accident de parcours, souvent c'est bon, cette personne-là elle n'est pas faite pour l'école, faut qu'elle fasse autre chose, etc. Et donc du coup toi tu as dû par exemple subir des pics entre guillemets, même si c'est pas méchant, mais tu as quand même eu des petits reproches ou des petits pics. Comment tu as fait justement pour les éviter? Comment tu y as répondu? Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. Bah honnêtement, des fois tu mens. Des fois je disais oui, bah c'est bon, j'ai eu ma deuxième année. Puis je l'avais pas eu, j'avais redoublé ma première année. Donc je disais par exemple à ma mère, oui, c'est pas la peine de le dire, je repasserai les partiels et puis je ferai ma deuxième année en même temps que ma première année et puis ça passera, personne ne le saura. Parce que tu as honte en fait. Tu te sens un petit peu dévalorisé et puis quand finalement la- nos générations précédentes, elles mettent tous les espoirs en nous, que ce soit les tantes, les oncles, les grands-parents, etc. Et en fait, tu as tellement peur de te décevoir que bah, la première chose, c'est des fois que je mentais, voilà, je mentais. Après, soit je faisais abstraction, ou sinon j'essayais de me comparer en disant oui, mais peut-être que j'ai pas réussi ça, mais ton fils aussi n'a pas réussi ça. Enfin, on se lance finalement la balle parce que justement dans leur tête, pour eux, quand on veut, on peut. Mais il y a d'autres, finalement, il y a d'autres choses, il y a d'autres, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte, comme tout simplement, euh, aujourd'hui, on entend beaucoup, voilà, il a un master, mais il est caissier. Voilà, c'est des facteurs structurels de la société, l'augmentation du chômage, etc., la baisse de l'embauche en CDI, à temps complet. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas pris en compte finalement et auxquels tu dois faire face euh, toute ta vie, quoi. Mais voilà les deux choses réellement
qui me viennent tout de suite à l'esprit. Après, une troisième chose, oui, c'est que je me disais, voilà, on m'a critiqué, on m'a pointé du doigt, ou on pense que je suis pas capable. Finalement, j'allais à la bibliothèque déjà 6 heures par jour, j'irai 10 heures. Voilà, il y avait ça aussi. Ça me, ça me, ça me titillait finalement dans mon amour-propre, et puis je me donnais encore plus les moyens d'y arriver. Mais du coup, c'est un peu frustrant, puisque quand tu vois ton camarade à côté qui travaille lui 4 heures par jour et qui réussit, et puis toi, tu en es déjà à 10, déjà t'en peux plus, tu es au maximum, ça frustre aussi d'un côté. Donc voilà. Il faut du courage aussi, donc. Voilà. Tu as dit quelque chose de très intéressant et que j'ai déjà entendu, en fait. Il y a un master et il est caissier, ou elle a un master et elle est caissière. Ça sert à rien de faire des études. En tant que prof de SES, tu peux peut-être donner des statistiques et aller contre cette image, parce que bien évidemment ça arrive, mais statistiquement, si on fait des études, on a quand même plus de chances de trouver un emploi qualifié et avoir un CDI, si je ne me trompe pas. Ah, bien sûr, tout à fait. Et c'est tout l'enjeu du programme d'une partie du programme de seconde, montrer que finalement on peut se poser des questions. Est-ce que le diplôme est un passeport pour l'emploi ou pas? Tout de suite, on pourrait dire que non, puisqu'on se rend compte qu'il y a augmentation du chômage, beaucoup moins d'embauches en CDI, beaucoup plus d'embauches de stagiaires, d'intérimaires, de CDD à temps partiel. Et donc, on voit que finalement, il y a une sorte de précarité de l'emploi qui s'installe aujourd'hui dans nos sociétés. Mais face justement à cette précarisation de l'emploi, le premier rempart reste le diplôme, quoi qu'il arrive. Donc, enfin, quand on est élève, on ne peut pas mettre dans la tête des élèves que le diplôme, quand on est professeur, pardon, on ne peut pas mettre dans la tête des élèves que le diplôme, pour certains, ne sert à rien. Il faut partir du principe que pour tout le monde, ça sert à quelque chose, mais peut-être que certains élèves seront plus capables de faire certaines choses dans certaines filières que d'autres. Je donne un exemple tout bête. Pour moi, mais c'est ma pensée, c'est ma vision des choses, hein. Vaut mieux avoir un élève en STMG, donc en filière technologique, qui excelle, que pousser cet élève vers une filière scientifique, donc la filière d'excellence pour tout le monde, pousser cet élève vers une filière scientifique, il sera moyen, voire faible. Parce que finalement, l'enjeu n'est pas le bac, mais l'enjeu, ça reste pas que le bac, ça reste ce qui se passe dans le supérieur. Et avec finalement la sélection, avec Parcoursup, etc., il vaut mieux avoir un élève qui va exceller, il va faire de grandes choses en STMG, ça ne l'empêchera jamais de revenir vers des licences et des masters, etc. Et donc ça, je trouve que c'est une vision que certains n'ont pas. En fait, la réussite, finalement, aujourd'hui, elle passe toujours par le général. On ne peut pas réussir autrement. Mais le fait de penser ça fait que les élèves qui n'auraient pas le niveau en général restent cantonnés à des emplois sans diplôme. Caissier, mécanique. De toute manière, il ne faut pas passer un bac pro pour devenir vendeur. Non, il ne faut pas passer un bac pro pour devenir vendeur, mais peut-être qu'après ton bac professionnel en vente, tu pourras peut-être rejoindre autre chose. Peut-être rejoindre un BTS, peut-être faire une licence, peut-être que ta maturité en seconde ne te permet pas de voir ce qui pourrait se passer derrière la terminale. Et finalement, c'est penser, aujourd'hui c'est très très dur pour les élèves justement, de penser la scolarité sur le long terme. Yasmine, tu as un très beau point de vue, je suis en grande partie d'accord avec toi. À 16 ans, savoir ce qu'on va faire plus tard, c'est pas évident du tout. Et justement, pour conclure, Yasmine, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir? Alors, le conseil que je pourrais donner à un jeune qui aujourd'hui a envie de réussir, c'est tout simplement, dans un premier temps, d'essayer d'avoir les codes en termes les codes attendus d'un élève. Donc c'est des choses pas très difficiles, hein. Arriver à l'heure, on lui a demandé de faire ses devoirs, on lui a dit qu'il y allait avoir un contrôle de main, essayer d'apprendre sa leçon, etc. Tout simplement des choses bêtes de la vie. Ensuite, cet élève va se rendre compte s'il arrive finalement s'il arrive à endosser ce statut d'élève et si c'est facile pour lui,
et d'essayer justement finalement d'aller jusqu'au bout de ce rôle d'élève en essayant d'apprendre de plus en plus. La prof nous a demandé d'apprendre ça, mais peut-être que derrière ça, il y a d'autres choses. Essayer de se renseigner. Et ça passe par la culture. Et donc, le deuxième conseil que je pourrais donner justement à ces élèves, c'est d'essayer de s'ouvrir au monde. Et donc, de ne pas rester cantonné au manuel scolaire et d'essayer de voir ce qui se passe dans la ville. Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des sorties? Est-ce qu'il y a des visites culturelles offertes par la mairie? La plupart du temps, c'est gratuit. Essayer de lire. Lire, ça permet une ouverture d'esprit tellement incroyable, on s'en rend pas compte. Et justement, dès le début, si on commence à lire, mais des fois ça commence par des BD, puis des journaux, etc. Puis ça finit par des romans, etc. Et ça va très vite. Et justement, cet appétit de la lecture va permettre justement aux élèves d'ouvrir le plus possible leurs esprits. Donc je reviens au premier conseil, donc qui était d'essayer d'endosser ce statut d'élève donc qu'on nous demande finalement d'avoir. Si cela paraît difficile, c'est compliqué, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, on n'est pas concentré, on a d'autres problèmes, on ne pense pas qu'à l'école, etc. Où réellement on essaye, on se donne le maximum et on n'y arrive pas. Finalement, c'est de se trouver rapidement un projet. Donc si notre réussite ne passera pas par de longues études, la réussite de l'ascension sociale est bien évidemment possible, même si elle reste moindre. Donc il faut vraiment garder ça en esprit. Les chances de réussite restent affaiblies. Mais il faut tout de suite essayer de se donner un projet par rapport à ce qu'on aime faire ou ce qu'on aimerait développer ou par rapport à des choses qu'on a vues, qu'on aimerait bien faire. Et donc, ça peut passer par notamment la voie professionnelle. Mais en général, les personnes qui réussissent dans cette voie sont des personnes qui sont appliquées, qui savent ce qu'elles veulent faire finalement. Donc, essayer de se donner les moyens, que ça passe par un exemple bête, je sais pas, de l'esthétique, quoi qu'il arrive jusqu'au bout, même après avoir eu son bac pro, avoir fait ses stages, etc., en rentrant dans l'entreprise, on vous demandera toujours d'être à l'heure, d'être propre sur soi, de ne pas crier, de parler correctement, etc. Donc, on revient toujours finalement au conseil numéro 1. Donc, la base de la vie, finalement, c'est d'essayer d'endosser ce rôle d'élève à travers finalement des normes et des valeurs que l'école nous transmet. Voilà. Merci beaucoup Yasmine pour tes conseils, un témoignage très inspirant qui j'espère inspirera nos auditeurs. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association de l'ascenseur social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. Faites écouter ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.